un reportage qui parle d'un sujet très important. C'est comment les pharaons éduquaient et enseignaient leurs enfants pour arriver à cette gloire, à ce génie d'art, ce génie des sciences. De toute façon, on va discuter de ce sujet avec notre invité ce matin, Monsieur Simon Sayer. Bonjour. Bonjour. Là, on se pose la question, les pharaons, bien sûr, ce sont les meilleures créatures peut-être qui sont venues sur Terre. Là, comment c'est quoi l'éducation à l'époque déjà? L'Égypte, elle a eu un avantage sur le monde entier par l'enseignement et l'éducation. Éducation et enseignement étaient pour eux un seul sujet. Et c'était la base de l'évolution. La base à travers laquelle l'Égypte a été fondée, a traversé les révolutions et les périodes intermédiaires, et elle a pu avancer et attirer le reste du monde pour y être chez nous, pour se former. De la Mésopotamie, des Hittites, les Assyriens, de la Mésopotamie, de partout, les princes, les rois et leurs fils pour qu'ils soient formés en Égypte dans nos écoles. Nos écoles en Égypte avaient un atout, c'est que déjà, on va dire que c'était une technique de faire, on ne rigolait pas, et d'un autre côté, c'était une structure réalisée rien que pour former l'administration de l'Égypte. Ce qui veut dire que les pharaons, en pensant à la création d'un système scolaire totalitaire, ce n'était pas pour évoluer le peuple, c'était pour réaliser les futurs fonctionnaires et l'administration. Et d'ici que c'était très précis, l'enfant gradué, comme il aurait une fonction spécifique. Et d'ici qu'on avait une base générale, l'écriture, et en second, la spécialité, le métier que vous allez exercer. Et ce n'est plus comme dans nos jours où il y a une formation générale, une culture générale. Non, c'était autrement. Et vu que vous serez un fonctionnaire, il a fallu apprendre la sagesse. Il a fallu connaître la littérature égyptienne. Il a fallu connaître les principes de la vie. C'est-à-dire apprendre comment se comporter, apprendre les bonnes manières, apprendre comment se tenir à table, apprendre comment respecter les grands, apprendre comment réaliser la justice dans la société. De là que on avait dans la société religieuse qui contrôlait l'esprit des gens, la déesse Séchat, le Thoth, et d'ici qu'à travers ces deux-là, ont formé les sages, les pieux, qui, dans leur foi, ont un système judiciaire juste. C'est-à-dire, quand on envoie un scribe comptable, par exemple, pour faire une étude des domaines, pour faire la comptabilité d'un champ, et vu qu'il a les principes religieux de la justice, on n'a pas une inquiétude qu'il va tricher. On n'a pas l'inquiétude de la corruption. On a une confiance totale. Et de là vient la réputation entière dans notre système, qui a démarré dans le palais royal quand les rois de l'ancien empire des premières dynasties ont bien voulu faire hériter leurs fils la bonne éducation. Et d'ici que pendant le 3e millénaire avant notre ère, c'était un système où l'école des princes se trouve dans le palais royal, comme dans la tradition de l'Orient, que le pharaon est le père de la famille, forme son fils, surtout l'aîné, pour sa succession. Le roi a cherché les meilleurs pour la formation de son fils, et même ça a été copié par les Grecs, ce système, plus tard, quand on voit la formation d'Alexandre le Grand par Aristote, l'élève de Platon. Eh bien, chez nous, c'était pareil. Les philosophes, les grands connaisseurs, les grandes têtes du pays forment pas seulement le prince héritier, mais aussi bien son entourage, qui seront les futurs gouverneurs, les futurs chefs militaires, les futurs architectes et les futurs ingénieurs. Et comme ça qu'on avait une élite bien formée, qui connaît comment faire les comptes, les calculs, la sagesse, et ont géré le pays. Et c'est ce qui a nous fait traverser la première période intermédiaire, cette graine dans la société
qui a été compris par la 11e dynastie égyptienne dans le 2e millénaire, qui automatiquement a fait répandre ce système scolaire. Et ça s'appelait effectivement école. Et le terme de l'époque était maison d'instruction, maison d'enseignement. On envoyait les petits, une fois qu'ils ont la maturité, exemple, l'âge de 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais il faut que le petit ait une conscience pour apprendre et la capacité d'écouter le prof et de faire ce texte à l'écrit. Et ensuite, une fois qu'il a appris l'écriture, pendant les premières années de sa vie, on va estimer entre 4 ans et 10 ans de formation sur les ératiques, la sagesse. Il pouvait traverser cette école d'enseignement, d'instruction pour la maison de vie, qui est sorte des grandes écoles, comme en France, et les universités de nos jours. Pendant la première phase de sa vie, le petit, qu'est-ce qu'il va apprendre? Les ératiques, et non pas les hiéroglyphes. En fait, les ératiques, ça c'était l'écriture de l'administration égyptienne. Il apprend ces centaines de caractères à travers la littérature. Le prof est debout avec son bâton. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a la peur ou autre. Non, avec son bâton, il est debout. L'oreille de petit, on disait toujours, se trouve sur le dos. Ils sont assis sur les genoux. Ils ont un tablier. Ils ont sur le genou une sorte d'une toile qui serait recouverte d'un plâtre. Ils ont à leur main un crayon qu'on appelle kalam, qu'il va tremper dans une matière noire qui n'est que le cendre d'un four à pain avec une gomme végétale. Il commence à faire la dictée. La dictée, c'est une phrase qu'il doit écouter d'un bout à l'autre. Et ce n'est pas une dictée mot par mot. Il écoute la phrase qui vient de la littérature, il doit l'écrire, et ça prenait des années pour apprendre l'écriture. Une fois qu'on forme le petit à l'écriture, il doit traverser à une phase un peu supérieure, c'est les mathématiques, avec un système où on compte sur le doigt de la main, comme le petit encore répète cela, et on les engueule, on leur dit maintenant il y a d'autres techniques. La technique décimale sur les doigts de 1 à 10 est une technique du temps des pharaons. Une fois qu'il connaît maintenant ces maths, je peux le former le petit pour faire ou exercer un métier supérieur. Si on veut le former comptable, il va apprendre la comptabilité. S'il va faire ingénieur, il va l'apprendre dans un autre temple. Si on veut le former comme médecin, aussi bien, il va aller par exemple à Abydos, la maison de vie. Et c'est là-bas qu'il y avait la grande école qui forme les médecins et non pas des magiciens. On le croit. C'est une véritable école. Et aujourd'hui, au musée du Turin, il y a un papyrus 9 mètres de longueur, écrit en hiéroglyphes, qui décrit la médecine égyptienne détaillée. Les maladies qu'on avait, comment on va réaliser les soins pour ces gens-là, la composition des médicaments, les effets secondaires, les effets primaires, tout en détail qu'on apprenait à ces jeunes. C'est où ce papyrus, pardon? Au musée de Turin. Et il a été traduit, il y a un livre sur cela, qu'on peut même acheter, qui décrit la médecine de l'Égypte ancienne. Si on veut apprendre comment construire, ingénieur, comment décorer, on avait une école à Héliopolis, dans le temple. À part les écoles des princes, il y avait les écoles répandues dans le pays pour apprendre cela. Je crois que c'est très fascinant, bien sûr, les détails que vous veniez de nous décrire. Et je crois que la maison jouait également un rôle à cette éducation. Quand vous venez de mentionner, il y avait le roi, bien sûr, ou le pharaon, et c'était une vie d'élite. Mais même les Égyptiens plus simples jouaient un rôle dans l'éducation de leurs enfants. Bien sûr, parce qu'on avait ici deux genres de formation. Il y a la formation des écoles de l'État, pour la formation des fonctionnaires. Et celle-là, si on fait lecture dans un livre, on va trouver qu'elle était entre 4 et 10% de la population. Mais ça, c'est une, on va dire, estimation littéraire, trop idéaliste. Mais on ne croit pas que ça a dépassé les 1%, les gens qui ont été formés dans les écoles, même peut-être moins qu'1%. Maintenant, le 90% du reste du peuple, c'est une formation au foyer. Comme le métier du père est transmis au fils, c'est le père qui va apprendre à son petit le métier qu'il a exercé, que ce soit un paysan, artiste, un bâtisseur, par exemple une maman qui fait le tissage. Elle va apprendre sa fille comment faire un tissu. Une autre qui travaille dans l'élevage des poulets, des canards, des oies et tout. Il n'y avait pas les poulets, on va dire canards et oies et toute volaille. Elle fait la traversée du métier à sa petite.
comme danseuse, comme musicienne. Ce n'étaient pas des métiers de temple. C'était au foyer qu'on apprenait. Mais est-ce qu'on enseignait, parce que d'ailleurs je voulais poser la question sur l'art et comment apprendre, mais est-ce qu'on enseignait la chimie par exemple, ou bien la physique, surtout la chimie, parce que comme sur tous les temples ou les tombes, il y a des couleurs, jusqu'à maintenant on ne connaît pas créer de ces ingrédients. Alors, où on apprenait ça? Voilà. C'est la chimie, non? Oui, c'est de la chimie, exactement, car on avait deux niveaux d'enseignement. Un enseignement écrit, un enseignement oral. Quand on passe à une spécialité extrême, c'est jamais écrit. Le secret traverse d'une génération à une autre oralement. Et on peur de la transmission aux étrangers qui viennent apprendre chez nous. Car quand on parle d'un extrême dans le niveau éducatif, on ne laisse pas les princes héritiers qui viennent des pays étrangers apprendre, connaître ces secrets. Et d'ici que la composition de couleurs n'a pas traversé pour la Mésopotamie, n'a pas traversé pour la Grèce, elle est restée chez nous. Comme c'était de bouche à oreille, génération à l'autre. La composition des parfums, par exemple. Exactement, exactement. Alors cela n'était pas autorisé que ça soit transmis par écrit. Par contre, un détail général de la composition dans le temple d'Edfou à Luxor, exactement, qui parle de la composition des parfums. Mais si on travaille sur ce qui est écrit, on ne pourrait pas atteindre le niveau qui a été obtenu durant ce temps-là. C'est en formule, non? C'est en formule, mais on ne pourrait pas atteindre leur niveau. Il y a encore les astuces du sujet qui n'ont jamais été écrites. Les symboles, vous voulez dire, comme aujourd'hui HCl, c'est acide chlorhydrique. Voilà, mais on ne sait pas à quoi correspond. À quoi ça correspond? Exactement, parce que la dièse se chatte. Ça veut dire que ça a été écrit quand même. Ça a été écrit, mais quand on donne une écriture, elle n'est pas réalisable à nos jours. Il y a toujours le secret du temple, vu qu'on ne voudrait pas que nos connaissances à la totale soient transmises. Mais on faisait une éducation générale. C'est que les prêtres? Pardon. Oui, c'était les prêtres. Que les prêtres qui connaissaient ça. Et également pour cette connaissance ou cette éducation, est-ce qu'il y avait une différence entre filles et garçons ou il y avait une égalité? Il y a une différence entre dire égalité et apprendre la même chose. Oui, le genre d'éducation. Voilà. Sinon, s'il y avait une distinction, c'était à propos de quoi? Parce qu'on dit que garçons et filles sont égales, mais ils sont différents. Et aujourd'hui, ils sont égaux, ils ne sont plus différents. Mais dans le temps, c'était différent l'un de l'autre, car le genre de fonction qui était à l'époque n'est pas comme le genre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un travail de bureau. Garçon et fille, ça revient même pour le réaliser. Comme vous les deux, vous réalisez le travail sans distinction. Mais à l'époque, les métiers étaient différents. Il y a le travail des champs, qui est un travail très très dur, qui est complètement masculin. Et d'ici que la formation d'un garçon paysan était nécessaire, mais pas la formation d'une fille paysanne. Par contre, si je parle de la gérance d'un terrain, la comptabilité, si la fille est héritière, il faut qu'elle apprenne à être scribe comptable pour qu'elle puisse gérer son terrain. Si la fille, par exemple, est une fille unique et le père veut qu'elle soit médecin ou elle est douée, elle va faire ce genre d'éducation. Par contre, la nature de l'époque faisait une distinction. Les filles avaient plutôt les métiers du foyer, elles avaient les métiers danseuses, chanteuses, et rarement qu'on trouvait des filles scribes. Si on passe au musée du Caire un jour, on découvrira que toutes les pièces qui représentent le scribe sont masculines. Si je compte le nombre de pharaons à l'époque, qui va par exemple dépasser les 350 pharaons, pour les grandes périodes glorieuses, on n'a que 9 pharaons femmes. Alors oui, il y a une égalité, parce qu'on a laissé la femme dans tous les postes. Elle peut être pharaon, héritière, comptable, mais il y a un pourcentage par rapport à l'homme qui ne dépasse pas les 5 à 10%. Par exemple, on a un proverbe qui disait « Tu écris avec beaucoup de fautes d'orthographe comme si tu étais une fille ». Ce qui veut dire que les filles n'avaient pas accès à une pratique régulière de l'écriture comme pour les garçons. Alors oui, elle avait une éducation, elle avait une formation à grande partie différente que le garçon. Pourtant, il y avait un respect pour la femme en général. Alors, je vais vous dire comment on trouve ce respect. Quand on regarde les pièces sur les murs de nos tombes, taille de garçon, égalité totale. Ça veut dire le niveau de la tête des garçons et des filles sont similaires. Et l'art égyptien exprime plein de choses à part la vérité physique. Alors, si je montre les deux au même niveau de tête,
ça veut dire même, on va dire plutôt égalité totale entre eux. Là, ça me mène à un autre art, peut-être, c'est quand on visite les temples, les tombes, on voit les représentations des pharaons sur les murs, bien sûr, et avec la mode. C'est les robes qui sont très bien taillées. Il y a une mode de chaque époque à une autre, les coiffures, le maquillage. Les accessoires, ils s'intéressent des beaucoup accessoires, aux bien accessoires. sûr. Oui. Est-ce que c'était de l'enseignement Oui. On enseignait Oui, ces arts? bien sûr, ça s'enseigne. Et c'était un grand art même. On a des écritures qui parlent de l'importation des cheveux de la Syrie, parce que les filles étaient connues par leurs cheveux qui étaient assez longs. Oui. Et les filles syriennes qui venaient chez nous, on a des écritures des femmes nobles qui suppliaient la fille qu'elle lui donne ses cheveux. Elle lui dit, t'es encore jeune, ça va repousser encore, et je voudrais faire plaisir à mon mari. Et d'ici qu'on avait l'art de transformer ses cheveux en perruque. Et les femmes avaient ces perruques. Puis on avait un autre art, c'est de maquiller. Et puis il y avait des normes très strictes dans l'art égyptien pour le maquillage, comme le col pour les yeux, comme les parfums qui étaient utilisés. Et aussi bien que les femmes nobles devraient avoir cette allure et faire plaisir, aussi bien qu'elle avait un rôle de gérer son personnel. Alors elle devrait être belle et gérante à la fois. Comment peut-on expliquer que les pharaons, ils ont découvert non seulement des théories, mais des équations mathématiques très, très sophistiquées qui ont été oubliées après et puis redécouvertes encore une fois après le temps moderne avec le Moyen-Âge en Europe. Ils ont redécouvert ce que les pharaons avaient en tête depuis longtemps. Comment ils avaient eu l'habilité de découvrir tout ça? Quelles étaient leurs astuces ou leurs moyens de découvrir? Tout simple, c'est qu'on avait deux sortes d'élèves qui rentrent dans les écoles. Il y avait les héritiers, car chaque père faisait hériter son travail et son poste à son fils, et de là que le fils devrait être à l'école. Mais il y avait aussi bien la découverte des savants, la découverte des intelligents. Dans chaque ville, dans chaque village, on doit découvrir qui sont les génies, qui sont ceux qui apprennent assez vite, qui sont ceux qui sont doués et intéressés. Chaque prêtre qui forme les élèves dans un temple, il habite un certain village dans lequel il découvre les éléments importants, et c'était la fierté de ce prêtre de présenter cet élément, ce génie, hors le système rigide de l'État égyptien. Quand il le montre à un gouverneur, eh bien celui-là, on pourrait dire, il serait un futur brillant. Exemple, on a Amenhotep qui se trouve au musée du Caire, qui a pu faire les colosses de Memnon, et qui a écrit sur les tablettes qu'il était quelqu'un sans rien du tout comme, on va dire, position des parents dans la société ou autre, mais par sa propre intelligence, par ses propres connaissances, parce qu'il était intelligent et doué, il a appris dans les temples grâce aux prêtres, il a pu atteindre ce niveau. Alors on devait découvrir les savants, les petits génies, et grâce à eux qu'on a pu atteindre un niveau très avancé dans tous les domaines, comme la médecine, ingénieur, formules mathématiques, chimie et autres. Voilà, il y avait bien sûr des découvertes tous les jours. Oui. Si on parle de l'astrologie, Oui. là, voilà, aujourd'hui, il y a des appareils très sophistiqués de façon à ce qu'on peut regarder l'au-delà ou bien l'univers, les planètes, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils n'avaient pas des appareils à voir. Oui. Alors, simple, c'est que les anciens avaient déjà une déesse pour le sujet, c'est la déesse Séchat, Oui. qui était la femme du dieu Thoth, le dieu des scribes, des écrivains. Et elle, quand on regarde le titre de la déesse Séchat, c'était celle qui s'en occupe des livres, celle responsable des sources d'information. Alors, elle avait une équipe de prêtres responsables de regarder les cieux et de tout marquer sur une sorte de cadran. Eh bien, c'est un papyrus qui serait comme un échiquier divisé. Et à tous les jours, on doit placer la position des étoiles sur lequel et relier la position des étoiles par rapport aux conditions climatiques et au changement de l'État égyptien, au changement qui arrive au pays. Et d'ici, un petit exemple, ils ont repéré l'apparition de l'astre Sirius en plein été, Sotis. Pendant le même jour, le niveau du Nil se lève. Et à chaque fois que cet astre paraît, le cycle climatique se répète, ce qui a été considéré une année. Et on a fait le calcul, c'était 365 levées du soleil, sur lequel on a fait notre division, 4 mois pour la crue du Nil, 4 mois pour les cultures, cultiver le sol, 2 mois pour récolter, 2 mois de sécheresse. Cette même déesse de l'astronomie, elle a fait une coopération
avec la Mésopotamie pour chercher leur propre science dans l'astrologie. Et d'ici que les deux spécialités au deuxième millénaire avant notre ère et au premier millénaire avant notre ère ont progressé grâce à cette fusion et à cette union entre les deux royaumes. Et comme ça qu'on a pu utiliser nos prêtres astronomes pour évoluer le pays. Grâce à cela, on a pu faire des études très approfondies pour la botanique en Égypte. Non, mais en même temps, si je continue la question, par exemple, la construction des pyramides. On sait que la position des pyramides, avec le sommet qui se dirige vers le ciel, c'est dirigé vers Vers des étoiles. Des étoiles précises. Exactement, oui, oui. Voilà. Comment on a pu calculer ça? Et même on a parlé des distances par rapport à la grandeur de chaque pyramide et la distance entre la pyramide et ces étoiles. Il y a un rapport. Alors, ça c'est vrai. Il y avait une technique pour ces mesures. Et même on a des écrits qui disent que les Égyptiens, c'est vrai qu'ils ne voyaient pas la Terre qui était ronde comme un ballon par exemple, mais ils la voyaient comme une Terre qui était ronde comme un cercle. Et d'ici qu'ils veillaient beaucoup sur le coucher et le lever du soleil pour faire leurs calculs. Et quand ils regardaient leurs étoiles, ils ont déterminé la position des dieux dans les cieux. Ils ont par exemple considéré l'Ancien Empire de se diriger vers l'étoile du Nord. Et après ça, ils ont décidé de se diriger vers le disque soleil. Et d'ici que dans cela, comme le disque soleil, pour eux, il bouge, et non pas que la Terre qui fait son tour, il a fallu marquer les 4 points cardinaux. Est, ouest, nord, sud. Et sur ces points cardinaux et sur l'étoile du nord qu'ils ont fait leurs calculs. Alors, ils ont utilisé des techniques vraiment simples, qui nous ont ramené des résultats de merveille. Par exemple, on regarde le temple d'Abou Simbel, qui a une position où le soleil pénètre à la perfection au centre, les deux fêtes, celle du 21 octobre et celle du 21 février. Comme ils ont fait leurs calculs, ils ont déterminé l'axe du lever du soleil, ils ont déterminé l'axe du coucher du soleil, ils ont tiré une sorte de bâton, une corde, puis ils ont calculé la distance entre les deux, ils l'ont divisé par 2, et d'ici que le lever du soleil passe à la perfection au centre du temple. La précision de l'Égyptien dans ses calculs, avec la simplicité des outils qu'il a utilisés, nous a donné des résultats parfaits. C'est comme les 4 points cardinaux qui correspondent avec les côtés des pyramides. Des pyramides, exactement. C'est exactement zéro faute, je veux dire. Oui, oui. Ça a étonné le monde entier. Alors, ça nous mène également à parler, puisque les Égyptiens, les pharaons, ils étaient des génies pareils. Comment on a perdu tout ça aujourd'hui? En fait, la graine est toujours là. La graine est là. C'est-à-dire, à travers le temps, s'il existait, c'était dans les gènes des Égyptiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien du tout. C'est qu'une période intermédiaire, on va dire, et ça va revenir de nouveau. Est-ce qu'on peut ressusciter les mêmes sciences avec les mêmes techniques aujourd'hui? Ça peut marcher pour nos jours? Ça peut marcher facilement. Et même, on voit que ça évolue énormément. Maintenant, le système éducatif, quand on regarde le nombre d'écoles, il a doublé par rapport à la dernière décennie. Quand on regarde le niveau des gradués, on a maintenant des universités autorisées de droite et de gauche pour que tout le monde puisse accéder à une éducation supérieure et fantastique. Oui, mais c'est dommage, par exemple, on n'étudie pas la langue pharaonique dans nos écoles, puisque n'importe où, les origines sont très importantes. En fait, il y a un retour, mais ça existe dans les programmes éducatifs ministériels. Pas les écoles de l'État, parce que maintenant c'est la langue arabe qui est la langue officielle. Et c'est pas la peine. À côté de la langue arabe, mais il y a par exemple en France le français, à côté du français il y a le latin. Ça existe, on peut retourner aux racines. Non, je vais poser la question comme on la vient de poser, mais d'une autre façon. C'est est-ce que c'est la même technologie utilisée aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui la technologie est magique. Est-ce que les pharaons sont arrivés à la même technologie, ou bien c'était une autre chose, une autre technologie, avec d'autres, comment on dit, matières? L'Égyptien n'a pas utilisé, bien sûr, un matériel comme aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas l'ordinateur, tout ça. Rien. On ne pouvait pas encore faire un extrait de matière première comme à nos jours. Il a fallu se satisfaire avec un sol qui est composé d'aliments, ou bien partir au désert pour faire une construction. Il a fallu se satisfaire de couper les pierres à travers la montagne et les transporter.
Et quand on regarde la construction d'un temple comme Karnak, ça a duré peut-être 1000 ans. Quand on regarde Karnak, il n'a pas cessé d'évoluer. Il y a des traces de son apparition on va dire, du deuxième millénaire, de l'an 2000. Puis à l'époque du Nouvel Empire, il n'a pas arrêté de se développer en rajoutant des bâtiments. Et quand on arrive même à l'ère grecque, il y a des traces de construction là-dedans. Alors, le fait que la matière première était la pierre et la main-d'œuvre devrait transporter tout cela, oui, ça prend un temps fou pour en faire quelque chose. Un sujet très très intéressant, Oui, on doit en parler beaucoup. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Simon Sarrière, vous êtes guide égyptologue. Très très Expert intéressant. de l'égyptologie, Voilà. merci Vous êtes bien. très aimable. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte avec ce sujet très intéressant, la civilisation égyptienne. Merci pour votre attention. Demain, une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.